Alors, merci à tous d'assister à cette présentation. Je vais vous présenter en fait un outil, c'est pas un outil, c'est QGIS. L'idée, c'est comment à partir d'une donnée de base, je vais pouvoir créer un projet de saisie. Alors au poil, dans le sens avec des aides, une saisie contrainte, quelque chose d'un peu professionnel. Et je vais partir d'un cas concret. Donc l'idée, c'est qu'on va, bon, c'est souvent le cas quand on est confronté à de la donnée un peu historique. On a un QGIS, on sait pas forcément ça fait pas forcément depuis longtemps qu'on l'utilise, mais j'ai des données en mode tableur. Donc par exemple, j'ai un fichier Excel et j'ai besoin de l'importer et de travailler bien dessus. Donc on va importer un fichier Excel ou LibreOffice ou autre. On va montrer comment on va pouvoir créer, corriger de la donnée avec des expressions QGIS. L'idée, ça va être de mettre aussi des données en relation les unes par rapport aux autres, avec des couches parentes, des couches enfants, et ensuite créer un formulaire de saisie avancée pour faire de la saisie de points, par exemple. Et puis, je finirai par comment on peut visualiser les données, on va dire, problématiques ou importantes dans la table attributaire. Donc l'idée de cette présentation, le fil conducteur, c'est vraiment, on reste dans des outils, on va dire, standards de QGIS, on va privilégier l'utilisation d'expressions, même si au niveau des performances, c'est pas toujours le mieux. J'ai pas de base de données PostgreSQL derrière, j'ai pas d'algorithme complexe, on va rester vraiment proche de la donnée. C'est plutôt une présentation, on va dire, pédagogique sur les capacités de QGIS. Alors l'exemple choisi, c'est des observations phonistiques sur le terrain du moqueur à gorge blanche, qui est un oiseau martiniquais. La saisie, c'était historiquement faite sous tableur, donc je crois que c'était du Excel. Et une observation, c'est un point avec une longitude, une latitude, faite à une date par des observateurs. Et puis on a quelques champs qui caractérisent l'observation, comme la présence d'un nid ou pas, le nombre d'œufs ou d'adultes. Voici, on va dire, le tableau des données comme ouvert dans LibreOffice. Donc un fichier qui s'appelle observation source ODS. Et donc on a une espèce support, une observation, des commentaires, des observateurs, des hauteurs de nid, et puis longitude, latitude. Cette donnée-là, on veut l'exploiter dans QGIS et faire de la saisie de données. Dans QGIS, non plus dans Excel. Donc l'idée d'abord, c'est d'importer cette donnée. Donc pour ça, on fait glisser son fichier Excel dans son projet QGIS. On va retrouver une couche qui va porter le nom observation source et on va pouvoir ouvrir les propriétés de cette couche qui fait référence à ce fichier Excel. Et donc là, on voit qu'on a l'ensemble des champs qui sont bien rappelés, à peu près tous au format texte, sauf longitude, latitude et puis la hauteur de nid qui ont été détectés comme nombre réel. Et si j'ouvre la table attributaire de cette couche, LibreOffice, je vais me retrouver avec l'ensemble de mes champs, et on voit qu'il y a certaines petites choses qui ne sont pas forcément géniales dès le départ, c'est que les dates vont être en format chaîne de caractères avec le jour, le mois, l'année. On va avoir des hauteurs de nid là, avec des valeurs réelles, pas de souci, et au niveau des valeurs entières, on peut retrouver des NSP, comme ne sais pas, ou des NA, pour non applicables, enfin, voilà, qui sont mélangés parmi les données entières. Donc l'idée, ça va être de montrer comment on va nettoyer cette donnée. Première chose à faire, on va sauvegarder cette donnée dans ce format, on va dire, pivot de QGIS, quand on ne fait pas de la base de données Postgres. C'est du GeoPackage. C'est une sorte de petite base de données en mode fichier dans laquelle on peut stocker une ou plusieurs couches, spatiales ou non spatiales. Et donc pour ça, on va cliquer droit sur la couche, on va sauvegarder sous la couche au format GeoPackage. Le nom de fichier, je vais mettre le fichier à côté du projet QGIS, il s'appelle données suivi moqueur. Le nom de la couche sera observation, et puis je vais préciser la projection et surtout préciser le type de géométrie. Je n'ai pas de géométrie pour l'instant dans mon fichier Excel, mais je vais dire que je veux importer la donnée dans le GeoPackage avec une géométrie de type point. Une fois que je fais ça, je peux ouvrir ma couche. Comment je fais ? Je vais aller dans mon dossier de projet, je vais aller chercher le données suivi moqueur qui est mon fichier GeoPackage, double-cliquer, aller dérouler jusqu'à la table observation. Je vais double-cliquer pour l'ajouter dans mon projet, et puis je vais pouvoir ensuite respécifier la projection. Et puis si je veux modifier la symbologie, voilà. Donc là j'ai une vraie couche spatiale, GeoPackage. Je pourrais supprimer la donnée source Excel. On ne va plus travailler sur la donnée Excel, on va travailler directement maintenant dans le GeoPackage. L'idée, ça va être d'utiliser dans cette présentation des expressions pour corriger la donnée, mettre en valeur des données. Donc là, c'est une première expression. Pour faire des expressions, on peut utiliser
la calculatrice de champ via les outils de QGIS. Et donc, on va faire une première expression ici pour calculer la géométrie point à partir des deux champs longitude et latitude. Donc, dans ma calculatrice, je vais préciser que je vais mettre à jour un champ existant. Ce champ, je vais choisir la géométrie, c'est le dernier dans la liste, et je vais mettre cette expression-là, make point, donc faire un point à partir de la longitude et la latitude. Et ça va me permettre de créer la géométrie. Donc si je valide, j'enregistre ensuite ma donnée, je vais pouvoir me retrouver avec mes données sur la carte. Donc on n'est pas passé par un import de type CSV ou autre, on a directement enregistré la donnée non spatiale dans le GeoPackage, en précisant que c'est un type point, et avec une expression, on a redéfini les géométries. Ensuite, on va nettoyer certaines données entières qu'on a vues tout à l'heure un peu problématiques. On voit ici dans l'exemple, on a du NSP, du NA sur certains champs. Pour ça, on peut aussi utiliser la calculatrice de champs, mais on ne va pas modifier le champ géométrie, mais on va modifier chacun des champs, donc le champ par exemple NB, NI, NBF, le nombre 2 par NI. Et donc là, j'ai mis un exemple d'expression avec une expression régulière, c'est pour montrer un peu qu'on peut aller loin. Vous pourrez la copier-coller en récupérant le PDF. L'idée, c'est tout ce qui n'est pas entier, je mets vide, je mets la valeur vide. À partir de cette expression-là, en rejoignant pour les 4 champs ma calculatrice de champs, je vais pouvoir nettoyer peu à peu ma donnée. On voit ici que je le retrouve bien avec du null. Et donc cette calculatrice, il faut bien choisir le bon champ et bien modifier bien sûr dans l'expression le champ source. Donc l'idée, c'est pas forcément de comprendre la complexité de l'expression régulière, mais c'est de voir que n'importe quelle expression peut être utilisée par la calculatrice pour modifier la donnée. Dernière chose, bon, ces champs de type entier ont été modifiés. Là, je passe rapidement, mais l'idée, c'est que je vais pouvoir repréciser via le gestionnaire de base de données de QGIS, en me connectant au fichier GeoPackage, je vais pouvoir éditer la table et lui dire que ces nouveaux, ces champs-là, NI, sont bien de type entier. Je passe rapidement, mais vous l'aurez dans la présentation. Troisième exemple, c'est de passer d'un format date, on va dire chaîne de caractères, à un vrai champ en base de données GeoPackage de type date. Donc on voit ici l'expression qu'on peut faire. On peut créer avec la calculatrice de champ un nouveau champ, datops, de type date, et on va pouvoir utiliser cette expression, toDate, donc transformement en date, à partir du champ date observation, et on va donner le format jour, mois, année, pour se retrouver avec 2013-05-15 au lieu de 15/05/2013. Une fois qu'on a fait ça, on a ce nouveau champ, datops, on peut supprimer l'ancien champ et enregistrer. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à partir du moment où j'ai une vraie date, je peux faire des calculs sur les dates. Je peux calculer l'âge de mon observation en jours, ou je peux faire des tests, comme tester si la date est supérieure ou pas à maintenant, ce qui serait peut-être pas forcément très, très judicieux. Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi avec QGIS, et quand on veut travailler bien, on va dire, c'est d'avoir des données en relation. On a des espèces là dans notre fichier Excel du départ, on avait des espèces. Une espèce support, c'est un arbre, un arbuste pour chaque nid, par observation. Et l'idée là, c'est de se dire, j'aimerais exporter la liste distincte des valeurs uniques de mes espèces dans une autre table, dans une table qu'on va appeler espèces. Et pour faire ça, je vais aussi pouvoir utiliser des expressions, mais c'était un peu compliqué, il n'y a pas encore tout à fait l'outil. Donc j'ai plutôt utilisé un algorithme du menu de traitement boîte à outils de QGIS, donc on peut lancer plein d'algorithmes, dont celui-ci, on peut ajouter un champ d'index de valeur unique. Donc celui-ci, il est fait pour aller faire deux choses, exporter la table vers une nouvelle couche qui contiendra un champ en plus avec un identifiant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne va pas nous servir. Mais la deuxième chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut aussi créer une table. Par exemple, dans le GeoPackage, je l'ai spécifié ici avec le petit point. Je lui dis crée-moi une table espèce dans mon GeoPackage. Et du coup, il va me faire la liste des valeurs uniques de l'espèce. Il m'aura créé cette nouvelle table que je peux visualiser dans l'explorateur de QGIS avec le champ FID, c'est un numéro automatique entre 1 et le max, un ID espèce dont je n'ai pas forcément besoin, et l'espèce support, il a repris le champ, le nom du champ dans le fichier Excel de départ. En fait, on va renommer simplement des champs pour à la fin retomber sur non scientifique, et on va créer en plus avec la calculatrice un champ que j'appelle UID. En fait, c'est une sorte de code aléatoire unique qui permet d'avoir une seule valeur pour chaque espèce. C'est un peu comme un code INSEE pour une commune, ça détermine de manière unique mon espèce.
L'avantage d'avoir cette table, c'est que si je veux modifier l'orthographe, par exemple, d'un nom scientifique, ou ajouter une nouvelle espèce, je peux le faire directement dans cette table. Je n'aurais pas à modifier l'ensemble des, je sais pas, 30 observations qui auraient pris la première espèce, Myrcia citrifolia. Donc ça, c'est intéressant. Une fois que j'ai cette table, je vais pouvoir créer un nouveau champ dans ma table observation. L'idée, c'est de faire un lien, un peu comme une jointure, d'avoir un champ qui va contenir non plus le nom de l'espèce, mais ce code, cette UID de l'espèce. Pour faire ça, on peut aussi utiliser une expression avec la calculatrice de champ. L'expression est un peu plus compliquée. L'idée, c'est que je récupère la ligne pour mon observation. Je récupère ma ligne de la table espèce qui correspond à l'espèce support de l'observation, en faisant une sorte de jointure avec le nom scientifique de la table espèce qu'on vient de créer. Je récupère l'attribut avec la méthode attributes, je récupère seulement le champ UID de cette table espèce. Cette expression, vous pourrez la copier-coller, et l'idée c'est qu'à la fin, je vais me retrouver dans ma table observation, dans mon GeoPackage, sans avoir créé une nouvelle donnée avec un script. Je vais me retrouver avec un nouveau champ, ID espèce, qui contient l'UID et qui renvoie bien à la table espèce. Donc on va pouvoir ensuite supprimer le champ espèce support, ici qui ne nous sert plus à rien dans cette table observation. Alors, un autre exemple un petit peu pareil pour mettre des données en relation, c'est récupérer le code INSEE de la commune, sous le point. Ça va permettre de savoir s'il y a des points sans commune, et puis c'est toujours agréable d'avoir cette référence. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir aussi, avec la calculatrice de champ, ajouter un nouveau champ que j'appelle code INSEE, de type texte, et je vais pouvoir faire une expression qu'on appelle un agrégat. Ça, c'est quoi? C'est un peu aller attraper une ou plusieurs données d'une autre couche. C'est un peu comme une jointure, et on va utiliser une expression, un filtre en fait, pour aller choisir là où les lignes de l'autre table, ici commune, qu'on veut récupérer. Et là, on fait une intersection. Donc une expression qui permet de faire l'intersection entre la géométrie du point de l'observation et la géométrie de la commune. Donc ici, parent, c'est mon observation, et $géométrie, c'est la commune. Parce que je pars de ma table commune et je vais aller chercher son code INSEE. Une fois que j'ai lancé cette expression avec la calculatrice de champ, je me tombe sur un nouveau champ code INSEE qui a bien récupéré le code de la commune pour mon observation. Donc maintenant que j'ai ces deux données espèces et communes, je vais pouvoir, dans QGIS, il y a un outil qui est vraiment important, que peu de gens utilisent, je ne trouve pas assez peut-être, c'est les relations. On peut, dans les propriétés du projet QGIS, dans l'onglet relations, aller créer autant de relations qu'on veut dans notre projet. Ici, par exemple, j'avais créé une première relation entre les communes et mes observations. Et là, j'en crée une autre où je vais spécifier que ma couche parente, c'est les espèces, et chaque espèce a une ou plusieurs observations. Et je fais le lien entre le code de l'espèce, UID, et le champ ID espèce de ma table observation. À quoi ça sert ces relations? C'est important parce qu'on peut les retrouver dans la table attributaire. Si j'utilise le petit bouton tout en bas à droite de la table attributaire, par exemple des communes, alors c'est un petit bouton qui ressemble à ça, là, passer en mode formulaire, je vais me retrouver avec la liste de mes communes à gauche, et quand je vais cliquer sur une commune, par exemple ici Sainte-Marie, je vais voir en dessous, dans une sorte de sous-formulaire, un sous-tableau, l'ensemble des observations de cette commune. Donc ça, c'est très pratique pour naviguer dans les données à partir du moment où j'ai des données carrées, avec un code commune, avec un code espèce. On pourra utiliser aussi dans le formulaire ces relations. Alors maintenant, on va construire ce formulaire. Donc l'idée, c'est qu'on veut contrôler la saisie des observations. On ne veut pas avoir une saisie libre. Et donc, on va ouvrir les propriétés de la couche observation, qui contient bien tous les nouveaux champs qu'on a créés. Et on va commencer par utiliser un mode qui s'appelle conception par glisser-déplacer. Donc on cherche avec la liste déroulante. Et là, on va pouvoir pour chaque champ réordonner les champs pour les mettre dans l'ordre qu'on veut. On peut créer des groupes, on peut faire glisser avec la souris des champs vers un autre groupe. L'idée, c'est qu'on va pouvoir avoir un affichage du formulaire exactement comme on veut. Et puis, ce qui est important de faire aussi, c'est quand on clique sur un champ ici, là, on va pouvoir spécifier à droite un alias. Ça, c'est le nom affiché, ça c'est important aussi, pour ne pas avoir les noms de colonnes, mais bien des libellés. Dans ce formulaire, alors là, je mets un gros placard, vous le lirez, mais l'idée, c'est, je vais mettre des copies d'écran, et l'idée, c'est, on peut dire que certains champs sont non éditables. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir choisir pour chacun des champs le type d'outil. Est-ce que je veux une édition de texte classique? Est-ce que je veux référence de la relation qui me permet d'avoir une liste déroulante des communes, des espèces, et de renseigner bien le code dans ma table?
Est-ce que je veux un petit calendrier pour aller récupérer la date? Est-ce que je veux une sorte d'outil numérique pour me forcer de mettre des valeurs entre 0 et 100? Ça, c'est le type de champ. Ensuite, on peut ajouter des contraintes. On pourrait très bien dire que certains champs sont obligatoires, donc on va rajouter des contraintes non nulles. Et on peut aussi ajouter des contraintes maison, par exemple avec une expression pour interdire des dates qui seraient inférieures, par exemple au 1er janvier 2000. Et puis on peut utiliser des expressions pour mettre des valeurs par défaut. Par exemple, now pour la date du jour, x entre parenthèses $géométrie pour la longitude et y pour la latitude. Et donc ça, QGIS va nous permettre de contrôler la saisie et de nous fournir des valeurs intéressantes lors de la saisie. Alors je monte une petite copie d'écran du champ date. On voit ici qu'on peut mettre son alias date, le type d'utilisateur, les contraintes non nulles, les expressions qui disent que la date doit être au XXIe siècle, et puis la valeur par défaut now, avec un aperçu. Pareil pour ici les espèces, on utilise le référence de la relation, on va dire qu'on veut donc une liste déroulante. Utilisant cette relation, on va afficher le nom scientifique et ce sera bien le code, l'UID qui sera enregistré. Au final, on se retrouve avec ce formulaire, avec un onglet ici, on pourrait avoir plusieurs onglets, un groupe général, effectif, localisation, les champs bien ordonnés, et avec des outils de saisie qui permettent de contrôler les choses. Si jamais j'avais une date inférieure à 2000, ici j'aurais du rouge et j'aurais un message qui pourrait s'afficher. Et je ne pourrais pas valider mon formulaire. Donc voilà, ça c'est un outil vraiment intéressant dans QGIS, c'est ces formulaires un peu avancés avec des expressions pour mettre des valeurs par défaut. On voit ici la longitude et la latitude qui ont été mises automatiquement. Dernière chose que je voulais montrer, c'est comment dans la table attributaire, avec l'outil mise en forme conditionnelle qu'on voit ici, on peut aller spécifier via des expressions des affichages à faire sur notre table. Donc par exemple, ici j'ai mis en vert toutes les observations qui avaient moins de 100 jours. Pardon, plus de 100 jours. Je me suis trompé dans mon truc, j'ai mis supérieur, mais c'est une expression. Et on pourrait aussi mettre en orange ici, par exemple, toutes les communes, toutes les observations qui n'auraient pas de communes. Donc, ça permet en un coup d'œil, avec des expressions, de visualiser ce qui va pas dans mes données. Pour finir, parce que je n'ai pas montré toute la richesse des expressions, mais c'est quelques exemples. J'ai mis des liens où on peut utiliser des expressions pour faire des couleurs continues. On peut faire bouger ou tourner les symboles en fonction d'une expression. On peut modifier la symbologie si l'objet est sélectionné ou pas. On peut trouver les points les plus proches. On peut même récupérer des données EXIF d'une image JPEG. On peut faire plein de choses. Ici, je vais montrer une dernière que j'ai utilisée pour flouter un peu les données. C'est on peut flouter une géométrie et déplacer des points aléatoirement. Voilà, donc les expressions, c'est vraiment intéressant. Attention, c'est pas fait pour travailler sur des données très très lourdes. Si vous avez vraiment des besoins de données lourdes, travailler en base de données, ce sera assez proche au niveau de ce qu'on peut faire, mais bien plus performant. Et puis si un script processing fait la même chose que ce dont vous avez besoin, peut-être privilégiez-le. Voilà, alors merci de votre attention. C'est censé être un GIF animé qui tourne là, avec une expression qui permet de définir la rotation des QGIS selon où est le curseur. Donc on voit que tout le monde se tourne vers la petite main. Voilà. Merci de votre attention. J'espère pas avoir été trop long et je suis à l'écoute de vos questions. Merci Mickaël. Merci Mickaël. En bougeant la tête, le GIF fonctionne. Voilà, donc j'espère que tout le monde fait pareil. Merci. Ce GIF. On voit toujours ton écran. Est-ce que tu peux revenir sur la... Bien sûr. Est-ce que tu peux remettre ton truc, s'il te plaît? Je suis... Ou attends, la bouge pas. Hop, tant pis. Donc, Mickaël, plusieurs questions. Il y avait une question sur l'utilisation des champs virtuels. Oui. Je ne sais pas si pourquoi. Alors, la question n'est pas très précise, mais est-il possible de récupérer la config aussi pour ne pas saisir systématiquement les expressions? Alors, les champs virtuels, c'est un champ qui ne va pas être dans la table, donc il ne va pas être stocké. Donc, on ne va pas pouvoir, on va dire facilement ensuite, quand on va exporter cette donnée, elle va être statique. Ça peut être une solution, le champ virtuel. Ça dépend si on veut stocker la donnée ou pas dans la table. Moi, je les utilise... on peut les utiliser. L'inconvénient, c'est que si on a beaucoup de champs virtuels avec beaucoup d'expressions, notamment des agrégats ou des choses, on va alourdir vraiment
QGIS si on les utilise pour la symbologie ou pour la table attributaire. Donc là, j'ai plutôt montré comment corriger, nettoyer la donnée, créer de la donnée, et avec le formulaire, comment avoir des valeurs par défaut. Le champ virtuel peut être pertinent, hein. Typiquement pour longitude-latitude, ça peut être pertinent. La question, c'est vraiment, est-ce que je veux l'enregistrer dans la donnée ou pas? Ok. Pourquoi créer un UID alors qu'il y a déjà le champ FID? Bon, je pense que c'est plutôt une question de pratique, mais Ouais, c'est une question de pratique. C'est quand on va sur le terrain, par exemple, avant qu'il y ait les outils magiques QField Cloud, Input et d'autres pour faire de la synchro un peu sans regarder. C'est quand même pratique de se dire on part tous les deux sur le terrain. Si moi je dois créer une espèce sur le terrain, bah, son numéro ce serait peut-être le numéro 6 et toi tu vas aussi créer une espèce le numéro 6. Si on revient, on va être obligé, on va se poser des questions. Donc quand on a un UID, on se pose moins de questions. Donc, si je fais le lien avec ma donnée sur l'UID et pas sur l'identifiant entier, je m'évite des problèmes. L'identifiant entier, je le conserve souvent pour des soucis de performance dans QGIS. Mais, d'accord. voilà. Et du coup, les relations QGIS peuvent-elles pallier l'absence de clés étrangères? Une question de Arnaud Henry du 64, du C'est département de fait 64. pour, en fait. Et tout dépend avec Voilà. quoi on travaille. Il y a des gens qui travaillent avec des shapefiles, des fichiers Excel, des CSV. On peut créer des relations avec n'importe quel type de données dans QGIS. Tant que la couche est une couche QGIS, que ce soit un shapefile ou autre, on peut mettre les données en relation. Si on fait des clés étrangères, c'est en effet parce qu'on sait qu'on va travailler que dans le GeoPackage ou que en PostgreSQL. Et là, c'est mieux de faire une clé étrangère réelle parce qu'elle va imposer des contraintes au niveau base de données. Ça n'empêche pas de faire les relations dans QGIS. Et d'ailleurs, QGIS a un bouton pour trouver automatiquement toutes les relations en suivant les clés étrangères. Donc oui, aux clés étrangères, si vous êtes en base de données, si vous êtes en shapefile, vous n'avez pas cette possibilité de définir. Donc les relations sont là pour ça. Donc, c'est ça. Alors, il y a des gens qui ont remonté l'utilisation d'un plugin spécifique pour gérer tout ce qui est tableur Excel, ODS, etc. Donc spreadsheet layers, mais en effet, c'est pas forcément le même. C'est pas les mêmes. C'est pas la question de se connecter à un tableur, c'est de gérer à la fois le formulaire, la saisie et effectivement avec le Oui. potentiellement stockage dans une table ou autre. J'allais dire, c'est aussi la question de changer les pratiques. L'idée, c'est de dire, vous étiez en fichier Excel, passez en géomatique et avec une vraie donnée spatiale, avec des points. On peut contrôler, on peut faire des calculs avec les points, contrôler que le point est bien sur la Terre et pas en mer, vérifier que la surface d'un polygone ferait moins de 10 hectares. On ne va pas faire ça dans Excel. Donc l'idée de cette présentation, c'était plutôt essayer d'abandonner vos Excel et LibreOffice, essayer de passer sur un vrai format QGIS, enfin géomatique, et exploiter-le dans QGIS. Il y a une question de Hervé Christol, donc de Clermont, de la métropole de Clermont. Mais c'est plutôt sur l'usage, en fait, sur ensuite d'autres applicatifs qui se basent sur QGIS, donc là, en l'occurrence QField. Est-ce que tu sais dans quelle mesure, que ce soit QField ou d'autres, reprennent un peu ces éléments de mise en forme du dialogue? Oui, alors c'est ça qui est assez magique, c'est que ces outils évoluent en parallèle de QGIS, évoluent bien, et la plupart des choses que j'ai montrées au niveau du formulaire, par exemple, tous les valeurs par défaut vont être prises en compte, les contrôles vont être pris en compte, les listes déroulantes avec les relations, tout ça c'est pris en compte. Donc on a vraiment un seul endroit où on va créer tout ça, toute cette configuration, c'est QGIS. Et après, on va le mettre dans QField ou dans Input. Je pense qu'il le gère aussi. Oui, Alors, il y a peut-être des petites choses qui sont moins gérées selon la version, mais je sais que les développeurs de ces deux outils, en tout cas, sont très, très dynamiques. De notre côté, chez 3LIS, dans l'ISMAP, on fait la même chose aussi. On a le formulaire côté web qui va correspondre avec les groupes et les expressions. Alors, pas encore toutes les expressions, parce qu'il y en a certaines qui sont un peu bon, c'est pas tricky, forcément quoi. évident. Ouais, mais l'idée c'est ça, c'est se dire QGIS c'est mon outil de configuration, un peu comme ma présentation d'avant sur QGIS Server. Je l'ai dans QGIS, je le pousse soit dans mon smartphone pour QField, soit sur le web pour QGIS Server. J'ai les mêmes configurations. Moi, j'aime assez ce que tu pousses là dans le discours, c'est de dire c'est bien de limiter aussi, de changer un peu les pratiques et d'aller de plus en plus avec une vision intégrée sur QGIS. Je trouve ça vraiment intéressant de se dire qu'on on peut évidemment se connecter à des tableurs, ça existe, mais on peut aussi gérer des formulaires, des saisies de données qui se retrouvent aussi sur du QGIS web, du QGIS embarqué. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
Une dernière petite question pour avant la pause. Eh bien, je l'ai perdu, donc il y en a plusieurs. Eh ben, c'est dommage, je crois que... Ah oui, il y avait une question sur pourquoi utiliser la fonction max sur un code INSEE. Mais ça, bon, c'est très spécifique à la donnée que tu as. Ouais, mais je peux le dire, comme l'attribut, en fait, ça permet de récupérer un à plusieurs objets. Donc on pourrait récupérer un tableau des codicées si on avait un polygone, ce serait intéressant. Mais là, on sait qu'on a un point, donc on va prendre le max, parce que le max d'un point, bah, c'est le point. Bon, ça, c'est parce qu'on détourne un peu la fonction d'agrégat pour récupérer juste un seul objet. Mais cette fonction, elle peut être utilisée pour récupérer plusieurs objets. D'accord. Je rappelle aussi que l'an dernier, il y avait eu une présentation, il me semble, de Mathieu Ragerison sur les expressions. Il me semble, assez intéressante, mais plutôt orientée pour générer des styles, donc tu en as parlé déjà. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est aussi, ils commencent à avoir des ressources assez intéressantes autour de tout ça, et je pense que ton support va les rejoindre. Ben, merci Michael, c'est l'heure de la pause. T'as vu Nicolas, nous ne sommes pas si débordants que ça. Tu n'auras pas à taper du poing sur la table. Et je vais tenter un petit partage d'écran, mais je sens que ça ne marche pas, bon, c'est pas grave. Je vous invite pendant la pause, donc on se retrouve dans 18 minutes exactement. C'est 18 minutes que vous pouvez employer à deux choses pour rendre votre vie beaucoup plus excitante. C'est de remplir le formulaire sur la quête mystique de la parité qu'on a évoqué en intro, que vous avez peut-être raté, qui est animé par Marie Jagaille dans l'association. Le lien va être, j'en suis sûr, copié-collé dans 5, 4, 3. Déjà fait. Bon voilà, Francfort, notre horloge des règles. Voilà, donc dans le chat, remplissez-le vraiment. Alors je sais, on vous dit toujours les formulaires, ça prend 5 minutes. Et bien vraiment, j'ai testé pour vous, ça prend 5 minutes. Même s'il y a une question ouverte. Voilà, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas aussi, il y a un pad partagé pour poser vos questions. Et également, une deuxième chose, c'est en sirotant votre café, attention à votre clavier quand même, essayez d'aller voir, il y a une page sur le site de la conférence. En haut, il y a tout en haut du menu, il y a un onglet qui s'appelle Soutenir QGIS. Dedans, vous trouvez des accès à différentes choses, et notamment, il y a un petit shop virtuel, c'est ça que je voulais partager, qui permet d'acheter des pulls comme ça. Voilà, alors les modèles, et comme ceux qu'a Nicolas, non, Nicolas, je sais pas trop, mais pas aujourd'hui. Voilà, alors les modèles sont bien moins beaux que Nicolas et moi, évidemment, sur le site, parce que bah, voilà, le site n'a pas les moyens de payer des modèles comme nous, mais les vêtements sont les mêmes. Donc voilà. À tout à l'heure. C'est bien ça, non? Allez, à tout à l'heure, ça me paraît bien. Allez, bonne pause.